Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé Zéphirin Diabré a sacrifié à sa nouvelle tradition. Il a rencontré les hommes de médias pour faire le point de l'actualité nationale. La gouvernance politique actuelle, les mouvements sociaux, la sécurité, ce sont entre autres des points relevés à ce club de presse. Dieudonné Koumsaka et Delphine Banissi y étaient. Voici le reportage. Gouvernance politique, mouvements sociaux, sécurité, ce sont là les grands points qui ont été passés en revue au siège de l'opposition politique ce mardi. Animé par Jean-Hubert Bazier et Amadou Diko, le premier point de cette conférence de presse fut la gouvernance politique actuelle qui va dégringolante. Pour l'achat de véhicules à hauteur de 3 milliards de francs CFA, l'opposition pense que c'est de l'inconscience de la part du gouvernement que d'utiliser une somme colossale pour des véhicules pendant que le nombre de postes à pourvoir pour les recrutements a été réduit à 40% pour soi-disant faute de moyens financiers. L'opposition émet l'idée que le gouvernement doit revisiter sa philosophie des moyens de l'État au service du peuple. La question des délestages était aussi au centre de cette revue hebdomadaire, tout comme la question de la sécurité, surtout aux frontières du pays. Nous pensons que l'achat de ces véhicules et la qualité de ces véhicules ne correspondent pas à la situation générale que le pays vit et qu'il fallait voir un peu plus modeste. Nous en venons à la réduction de 40% des postes à pourvoir dans la fonction publique. L'État va recruter 14 414 agents contre 22 755 en 2017 et 24 042 en 2016. Alors, nous sommes en droit de nous poser la question, quand il y a recrutement, ce ne sont pas les vieilles personnes, ce ne sont pas les retraités qu'on recrute, c'est la jeunesse. Le pouvoir actuel a beaucoup promis à la jeunesse. Le minimum qui pouvait être fait, c'est de maintenir le niveau de recrutement. Le minimum, à défaut d'accroître le nombre de gens qui seront engagés à la fonction publique, maintenir au moins le niveau de recrutement. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse qui est majoritaire dans notre pays, qui est à plus de 60% de la population, va accepter que l'on achète à coups de milliards des V8 pour nos ministres pour qu'ils puissent paraître alors que eux, ils sont, passez-moi le mot, dans la merde. C'est difficile pour un jeune de comprendre cela. Également, l'histoire des 40 000 logements lancés depuis l'année dernière avec plus de 240 000 inscrits à raison de 2 000 francs chacun est restée sans suite jusque-là. Et l'épineuse question de la sécurité, du terrorisme, du grand banditisme et du djihadisme ne cesserait d'être évoquée dans de telles rencontres. L'opposition politique pense que le Premier ministre Paul Kabatieba devrait également présenter des excuses à la nation tout entière pour avoir profané l'emblème du pays en référence à cette image où le chef du gouvernement donnait une interview à la radio nationale. C'est de l'incompétence. C'est vraiment triste que tout un premier ministre ne prenne pas conscience du cadre dans lequel il va s'exprimer. Des symboles qui sont ceux qui imposent le respect du peuple. Et je pense que d'autres premiers ministres auraient pu dire non, enlevez-moi ce semblant de drapeau parce qu'il ne cadre pas avec la solennité de mon intervention. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi je parle d'incompétence, pour ne pas dire plus. Faut noter que pour ce deuxième numéro du club de presse de l'opposition politique, le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, n'a pas été aperçu à l'horizon.
Le collectif citoyen pour l'agroécologie a animé une conférence de presse ce matin au centre culturel Napambeogo à Gunguen. Conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont tenu à dire non au projet Target Malaria qui, selon eux, pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé des Burkinabés, surtout ceux vivant en campagne. Suivons le point de la conférence avec Moïse Kinda. Selon les organisateurs, le paludisme tue des millions de personnes à travers le monde et surtout en Afrique. Les moustiques sont les principaux vecteurs du paludisme. Actuellement, des chercheurs pensent venir à bout du paludisme en modifiant génétiquement les moustiques. Maintenant, nous sommes en train de venir avec les moustiques génétiquement modifiés. Alors, il va falloir quand même qu'on essaie de voir quelle est la place du paysan dans notre pays. Le moustique, quand on a amené le moustique génétiquement, on dit qu'on va le larguer en jaune paysan. Ça veut dire que la paysannerie du Burkina est devenue désormais des cobayes pour tous les essais les plus dangereux. Il suffirait qu'on entende qu'il y a de l'argent dans tel ou tel projet, et si ça doit s'appliquer en zone rurale, bon, ce n'est pas leur problème, et bien, d'accord, ça peut aller. Hein? Mais quand on vous a mis au monde, quand on vous a scolarisé, on a souffert avec vous sous la pluie pour vous amener à l'école, tout et tout, et que vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui là. Mais soyez quand même des chercheurs qui veulent quand même nous libérer justement de beaucoup de fardeaux qu'on avait supportés depuis votre naissance. Hein? Mais malheureusement, on devient le mercenaire de celui qui l'a appris. Une marche de protestation est annoncée pour le samedi 2 juin 2018, dont un mémorandum sera remis aux autorités afin d'attirer l'attention des autorités sur certains nombres de points tels que le NIEBBT, les moustiques génétiquement modifiés et dire oui à la souveraineté sanitaire et l'agroécologie au Burkina. L'objectif ultime de ce projet qu'on appelle Target Malaria, c'est de volontairement lâcher ces moustiques issus de ce forçage-là dans le but de réduire cette population, comme on le disait. Et cette manipulation va concerner essentiellement l'espèce Anopheles gambiae, qui transmet en fait le paludisme. Les promoteurs du projet espèrent venir à bout de cette maladie par cette manière de faire. Mais pour nous, c'est une aberration. C'est un saut vers l'inconnu. Les moustiques génétiquement modifiés pourraient, au regard de certaines données scientifiques que nous disposons et qu'on va vous les donner, au regard de certaines expériences déjà menées dans d'autres pays du monde, s'avérer très dangereux pour notre santé et pour notre environnement. Au niveau de l'impact sanitaire, une question que nous avons posée à ce projet qui n'a pas pu répondre, qui nous rassure qu'en modifiant le génome du moustique, son organisme ne pourra pas désormais héberger d'autres maladies plus virulentes, voire plus mortelles que le paludisme. Il existe un risque de diffusion de femelles qui pourraient piquer une personne infestée par la maladie et pourrait s'accoupler avec d'autres mâles. En réduisant aussi la population de moustiques, il existe un risque de permettre à d'autres espèces de se multiplier et de devenir plus virulentes pour le paludisme et pour donner aussi d'autres maladies. Parce que vous savez, quand on va détruire cette espèce de moustique, on va créer ce qu'on appelle un vide écologique. Et ce vide écologique sera obligatoirement occupé par d'autres espèces de moustiques dont, pour le moment, nous, on ne maîtrise pas la dangerosité. Et à travers le monde, comme on le disait, des pays comme le Brésil, la Californie, qui ont connu ces expériences, n'ont pas donné des résultats probants. Et à ce niveau, les gens aussi ont initié des actions contre cette manipulation génétique. Selon les conférenciers du jour, le meilleur moyen de lutter contre le paludisme demeure la mise en place d'une bonne politique d'assainissement et d'hygiène de nos habitats. En ce qui concerne le niébé, seules les semences paysannes sont à même de garantir notre indépendance et notre santé nutritionnelle.
Sur le plan international, l'attaque au couteau en France, cet imprévisible terrorisme qui a endeuillé la France samedi dernier, continue de raviver la polémique. La grande question, comment prévenir l'imprévisible terrorisme? Après l'attentat au couteau en plein cœur de Paris, les questions s'accumulent autour du jeune terroriste. À tout juste 20 ans, le Français d'origine tchétchène qui a tué un passant et blessé plusieurs personnes samedi dernier était bien connu des services de renseignement. Abattu sur place par la police, le djihadiste était fiché S depuis près de 2 ans pour sûreté de l'État. De quoi raviver la polémique autour de ce dispositif. On voit bien que maintenant un grand nombre d'attentats a été commis par des gens qui étaient donc détectés. On avait réussi à les détecter, donc il faut vraiment travailler et apporter des réponses quant à l'usage du fichier. Il faut sans doute cibler, faire des perquisitions domiciliaires, faire une surveillance renforcée de ceux dont il apparaît qu'ils sont vraiment porteurs d'une menace assez haute. Alors que les parents et un ami de l'assaillant de Paris sont toujours en garde à vue, la police tente d'identifier d'autres complices potentiels. C'est dans cette idée que l'Union européenne cherche à étendre son système d'échange de renseignements et compte également renforcer la surveillance des citoyens européens. Plus que jamais, nous devons avoir une coopération policière, judiciaire et cyber extrêmement consolidée ensemble. Sur le financement, des mesures ont été prises et là, les États membres participent aussi, c'est-à-dire de regarder les trafics, les transferts de cash, d'argent liquide, les cartes prépayées aussi, qui permettent à des individus mal intentionnés éventuellement de préparer des attaques. Donc là aussi, ça va être, si vous voulez, on essaie d'agir sur différents niveaux, tout en redisant que le risque zéro, la menace zéro, n'existe pas. Avec la mort du jeune homme de 29 ans samedi dernier, le bilan des victimes des attentats depuis 2015 s'élève désormais à 246 sur le sol français. Les autres points de l'actualité internationale nous conduiront à Hawaï et au Ghana, où le gouvernement a décidé de réduire considérablement le coût d'intérêt de ses émissions d'obligations. Reportage. Les coulées de lave du volcan Kilauea à Hawaï menacent des routes et l'évacuation de 2000 personnes pourrait être ordonnée dans les prochaines heures. Une vingtaine de fissures ont été répertoriées depuis le réveil violent du volcan il y a 11 jours. 2 se sont ouvertes ces dernières 24 heures. Depuis ces fissures, des explosions de magma atteignent 30 mètres de hauteur et dégagent des émanations de soufre. Une des coulées de lave se trouve désormais à moins de 2 km d'une autoroute importante de l'île. Elle a été coupée et évacuée. Déjà des douzaines de maisons ont été détruites et 2000 personnes ont été mises à l'abri dans le district de Puna, la zone la plus menacée par de nouvelles fissures et coulées de lave. L'Observatoire géologique américain craint une éruption explosive au sommet du volcan, explosion qui projetterait des débris sur plus de 19 km alentour. Le Ghana a décidé de réduire de façon considérable le coût des intérêts de ses émissions d'obligations, en émettant ainsi des euro-obligations en 2 tranches au taux de 7,625% et 8,625% le 10 mai. Le pays a appliqué le taux d'intérêt considéré comme le plus bas constaté cette année en Afrique subsaharienne. Une opération de réduction de taux d'intérêt qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle dynamique voulue par le gouvernement. Nous nous concentrons sur la viabilité de la dette. Les taux d'intérêt en pourcentage des revenus sont devenus nos principaux objectifs de travail. Nous voulons vraiment aller beaucoup plus vite pour améliorer nos notes afin de doubler le B et le triple B pour obtenir de meilleurs taux. Les actions entreprises dans l'amélioration de la gestion budgétaire devront aider le Ghana à maintenir sa cote de crédit et à payer des taux inférieurs sur ses obligations. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les eurobonds, c'est de la dette. Et en tant que tel, avoir de la dette à des taux réduits, c'est toujours plus avantageux. Donc, si le pays a eu à baisser le taux d'intérêt sur ses émissions d'obligation, c'est parce qu'il sent qu'il y aura un intérêt, il y aura quand même un intérêt pour des prêteurs, et aussi ça lui permettra d'avoir un service de la dette moins important. Les prévisions budgétaires de 2018 montrent que le Ghana vise à réduire son taux d'intérêt à 23% en 2020 contre 29% cette année, alors que le revenu augmente de 38%. La finalisation d'une révision planifiée des données économiques d'ici juin aidera à l'amélioration du ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut du pays,
qui était de 69,8% fin 2017. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.